d'une coopération amicale entre les principaux mouvements de jeunesse sionistes, Hashomer Hatzair, Bnei Akiva, Gordonia et Dror. L'Archara était un centre de préparation et d'entraînement professionnel pour l'immigration en Palestine. Plus de 60 jeunes y passèrent entre 1942 et 1943. Ils recevaient un entraînement agricole dans les fermes belges des environs. Le 28 mars 1933, Einstein et son épouse débarquaient à Anvers. On les voit ici avec le vapeur Belgenland. Les époux Einstein auraient normalement poursuivi leur route vers Hambourg, mais plusieurs amis ont insisté pour les empêcher de rentrer en Allemagne nazie. Cela va amener Einstein à poser dès son arrivée 2 actes très importants. Résigner ses fonctions de directeur de l'Institut de physique de Berlin et renoncer à sa nationalité allemande. Il est désormais de nationalité suisse. Par la suite, il séjournera pendant 4 mois dans la villa Savoyard du Coq-sur-Mer avant de s'embarquer en octobre 1933 pour les États-Unis. L'exposition montre également de très belles photographies d'Einstein prises par la célèbre photographe Lotte Jacobi. D'origine prussienne et particulièrement précoce, elle poursuivit ce métier de 1908 à 1986. Elle est mondialement connue pour ses clichés de danse et de théâtre, ainsi que ses portraits de personnalités tels qu'Einstein, Thomas Mann, Marc Chagall ou Roosevelt. Ce même panneau nous montre également les relations entretenues par la communauté juive de Belgique et la famille royale. L'une des photographies montre Léopold III en conversation avec le grand rabbin d'Afrique, Moïse Lévy, qui vécut de 1937 à 1991 à Élisabethville. Il était proche voisin de la famille du docteur Louis Déac, qui y vécut de 1938 à 1957. Le judaïsme est la croyance monothéiste des Juifs. Ce mot se réfère à la fois à l'aspect religieux, mais aussi à l'identité nationale. C'est un concept global qui prend en compte tous les aspects de la vie et tend à les sanctifier. Cette religion est surtout articulée vers la pratique, le faire, en ce monde-ci. La rédemption s'obtient par une conduite de droiture plutôt que par la foi. Il s'agit de respecter quotidiennement les 613 commandements divins inscrits dans la Torah, 365 interdictions et 248 commandements positifs ou mitzvot. Depuis Abraham, les 2 événements religieux fondateurs de l'histoire du peuple juif sont la sortie d'Égypte et le don de la Torah sur le mont Sinaï. La Torah renferme les 5 livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. On lit les rouleaux de parchemin de droite à gauche en se servant du yad ou main de lecture en public 3 fois par semaine ainsi que les jours de fête. Elle est lue entièrement en un an et on célèbre le renouvellement de cette lecture à la fête de Simchat Torah qui signifie joie de la Torah. La synagogue est constituée essentiellement de l'arche sainte appelée Aron HaKodesh. Celle-ci est toujours située en direction du temple de Jérusalem et le pupitre de lecture est appelé Bima. À l'intérieur de la synagogue, hommes et femmes sont généralement séparés. Le Shabbat, 7e jour de la semaine, est un jour de repos et de recueillement avec interdiction de travailler. Il commence dès le vendredi soir, peu avant le coucher du soleil, et se termine le samedi au coucher du soleil. Le vendredi, la maîtresse de maison allume 2 bougies, le père bénit ses enfants, des hymnes sont chantés et on bénit le vin. Cela s'appelle le kidouche, ainsi que les pains chalot qui rappellent la manne céleste. Différentes fêtes rythment l'année du calendrier juif. Rosh Hashanah est le nouvel an juif.
Cette fête marque le début d'une période de 10 jours permettant aux pratiquants de faire un examen de conscience à la lumière des valeurs du judaïsme, et cela jusqu'à Yom Kippour. Yom Kippour, jour du grand pardon, est un jour de pénitence où l'on s'abstient de manger durant 24 heures. Les sonneries du chauffard ou cornes de bélier rythment certains moments de culte lors de ces deux fêtes. Elles favorisent ainsi l'introspection. Sans expliquer en détail toutes les fêtes, nous pouvons les citer et les commenter brièvement. Sukkot, la fête des tentes, rappelle le passage incertain des Hébreux dans le désert. Hanouka, fête des lumières, rappelle par ses chandeliers à 8 branches plus une servant à allumer les autres, la victoire des Maccabées sur les Syriens au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Purim est également une fête célébrant un retournement de situation en faveur des Juifs. Elle est contée à travers le livre d'Esther, appelé la Megillat Esther. Elle se traduit de nos jours par une sorte de carnaval où enfants et adultes se déguisent. Pâques, ou Pessah, est une fête importante dans l'année juive. Elle commémore la sortie d'Égypte. De la naissance à la mort, différentes étapes assorties de rites marquent la vie d'un juif. Pour les garçons, c'est au 8e jour que s'accomplit la circoncision au Brit Mila, effectuée par un Moël. Ce moment important célèbre l'alliance conclue entre Dieu et son peuple à travers la chair de l'homme. C'est durant la cérémonie de Bar Mitzvah que le jeune croyant atteint la majorité religieuse. Il reçoit alors les atours du culte, le châle de prière, ou talit, avec 4 franges symbolisant le nom de Dieu, et les tfilines ou phylactères, boîtes de cuir, contenant des parchemins de la Torah fixés au bras et à la tête par des lanières pour rappeler que la pensée et l'action sont toutes deux au service de Dieu. Un autre moment important dans la vie juive est le mariage. Celui-ci est célébré sous la choupa au dais nuptial qui symbolise le ciel. Sous la choupa, un rabbin récite des prières et remet aux jeunes mariés la ketouba, contrat de mariage, écrit en araméen et souvent finement décoré. Enfin, pour les Juifs, rituellement, si le corps d'un mort est considéré comme une des plus grandes sources d'impureté, il est pourtant l'objet du plus grand respect. Il faut l'enterrer le plus rapidement possible, idéalement dans les 48 heures. À cette fin existe la Chevra Kadisha, ou Société Sainte. Celle-ci prendra en charge l'inhumation. L'enterrement doit normalement être effectué dans une partie du cimetière consacrée. Le hassidisme, mouvement populaire de renouveau religieux, fut fondé par Israël ben Eliezer, surnommé Baal Shem Tov, ou maître du bon nom qui vécut dans les Carpates au XVIIIe siècle. Il mit l'accent sur la dévotion individuelle et le bonheur de servir Dieu, la joie et l'enthousiasme dans la prière. Les hassidiques se reconnaissent généralement à leurs coutumes vestimentaires, avec pour particularité principale le caftan, ou long manteau noir, et les chapeaux à large bord de fourrure nommés Stremel. Ces photographies de Stephen Feldman
décrivent des scènes quotidiennes et religieuses des communautés orthodoxes de la ville d'Anvers. L'origine du port de la barbe et des papillotes, ou payès, c'est-à-dire l'allongement des favoris, vient d'une interdiction biblique d'utiliser des objets coupants et tranchants pour les porter au visage. Cela signifie ne pas porter atteinte au visage de l'homme, ne pas faire violence à son humanité. Pour les femmes, on insiste surtout sur l'attitude pudique, en particulier une tenue vestimentaire sobre, mais aussi le port du couvre-chef pour les femmes mariées. Dans une scène de présentation de la Torah à la synagogue, on enlève la bande de tissu appelée mappa, qui est fabriquée en coupant et en décorant les langes de circoncision des enfants juifs ashkénazes. Cette bande de tissu maintient les deux rouleaux de la Torah ensemble. Une fille aide un petit garçon à enlever ou à mettre un talit katan, ou petit châle de prière que les hassidiques portent et dont on voit souvent les franges, ou tzitzit, dépassées de leurs vêtements. La scène se passe dans un magasin de livres religieux. Un homme portant le caftan et un chapeau touche la mezouza de la synagogue Reb Yankel. Cet objet contient un parchemin provenant de la Torah et doit toujours être placé sur le montant des portes juives. Mir hali jetzt der tanzen neuer Hopkele, a freilich Hopkele, nu soll sein Hop, 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 Hop. Ganze Leben ist doch nur a Hopkele, nu darf dir alle Hopken so lang gelebt. La musique juive ouvre un champ très vaste. Nous parlerons ici essentiellement de la musique klezmer. Lomdom bidim bai, lomdom bidim bai, leiberoodelidelida, tjoch, 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 lomdom bidim bai, leiberoodelidelida, lom. Le klezmer est littéralement le porteur de chansons. Association de deux termes yiddish, klei, l'instrument, et zemer, chanter, faire de la musique. Ce mot va caractériser le style des musiciens itinérants des communautés juives de l'Europe centrale. Ils se transmettaient les airs et en composaient d'autres inspirés des pays qu'ils traversaient. Cette musique était essentiellement jouée lors de mariages, à l'occasion de fêtes ou durant les jours de marché. Les interprètes de cette musique étaient tous des musiciens professionnels. Le plus souvent, les klezmorim, ou musiciens du klezmer, habitaient dans une ville ou un shtetl, petite bourgade juive, et travaillaient dans toute la région environnante. La seule véritable concentration juive à Bruxelles avant la Première Guerre mondiale se situait dans le quartier de Kuregem, principalement habité par les colporteurs. Après la fin de la Première Guerre, le marasme économique et l'antisémitisme sévissant en Pologne provoquent un afflux d'immigrés juifs en Belgique. 75% d'entre eux vendent des vêtements et articles de mode ou des produits de peau et de cuir. Dans la maroquinerie, leur compétence est remarquable. En quelques années, ils réussissent à dominer la production comme la distribution. Dans l'entre-deux-guerres, le judaïsme immigré va s'articuler en une communauté de fêtes, constituée de dizaines d'organisations religieuses, culturelles, syndicales et surtout politiques. La vitalité de la presse juive pendant cette période est révélatrice de cette politisation. Plus de 100 périodiques juifs, dont 6 quotidiens en langue yiddish, voient le jour en Belgique entre 1930 et 1940. La vague d'immigration que connut Anvers à partir de 1880 vint combler la demande d'emploi dans le domaine du diamant. En quelques années, certains fabricants et négociants diamantaires firent fortune. Les emplois les moins qualifiés du diamant
le sertissage et le débrutage, pratiqués par les Snyders, qui s'exerçaient au moyen d'un disque mécanique, furent généralement attribués aux nouveaux immigrés de l'Est. La taille, qui nécessitait une plus grande pratique, fut souvent exercée par les